20h, c'est le docu-débat sur Public Sénat. Un documentaire sur un grand sujet de société française ou étranger, suivi d'un débat animé en alternance par Benoît Duquesne et Élise Lucet, le nouveau visage de Public Sénat. Le week-end, c'est aussi le meilleur des magazines de Public Sénat à voir ou à revoir. Déshabillons-les, Parlement Hebdo, Parole du Monde, Jean-Marie Colombani invite. Les week-ends découvertes, c'est sur Public Sénat. Une icône de l'art nouveau, négligée depuis plus d'un siècle, alors qu'au fait de sa gloire en 1900, les créations de Louis Comfort Tiffany enthousiasmaient toute l'Europe, le designer était depuis tombé dans l'oubli, et c'est le premier mérite de cette rétrospective organisée au musée du Luxembourg. Parmi les objets présentés, plusieurs vitraux inestimables, comme cet ange de la résurrection. La particularité de Tiffany, c'est d'avoir su travailler le verre dans sa matière, sa texture, ses colorations différentes pour imiter des drapés. C'est ça, c'est sa signature. De travailler avec des verres opalines pour aller chercher la douceur dans les visages. Tiffany révolutionne en effet une technique oubliée depuis la Renaissance. Plutôt que de peindre les vitraux, le créateur travaille du verre déjà teinté. Grâce à cette innovation, la palette des couleurs est démultipliée, la finesse des visages inédite. Le vitrail devient un véritable prisme lumineux. Tiffany, lui, a choisi d'éliminer le plus possible la peinture, sauf pour les visages, les pieds et les mains, et tout le reste est un travail comme les peintres à Barbizon où il avait passé comme les impressionnistes. Donc il travaille ses vitraux comme une peinture, taches et lumière. Et il est unique dans son genre, personne n'a su travailler le verre et la lumière comme il l'a fait. Fasciné par les impressionnistes et bientôt les fauves qui s'apprêtent à cracher leur rage colorée sur la toile, Tiffany leur demande de dessiner des modèles, comme ce nouveau cirque d'après Toulouse-Lautrec, ou surtout cet étonnant Magnolia, une des plus belles pièces présentées que le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg a longtemps hésité à prêter. Et toute la coloris, toute la forme, tout vraiment, on peut toucher, non, mais on peut voir, c'est vraiment en 3 dimensions. Et vous avez la palpabilité des fleurs. C'est très spécial, le verre spectaculaire, c'est en forme très dramatique. Et aussi, si je peux vous montrer, il y a ici l'illusion d'une fleur très profonde et très plastique. Tiffany a aussi l'intuition d'un art nouveau appliqué à la décoration d'intérieur. Très vite, ses lampes naturalistes aux abat-jours à cabochon de verre, ces vases où s'enroulent délicatement des filaments de couleurs séduisent le public. Le verre en fusion est travaillé, étiré, soufflé, jusqu'à obtenir des formes organiques. Avec ses coloris sourds, la scénographie ajoute au mystère des objets plongés dans la pénombre. La difficulté pour les lampes, c'était d'arriver à présenter des objets que le public ne doit pas toucher et en même temps des objets qui ne doivent pas, pour moi, entrer dans des vitrines. Donc toute l'idée de présentation, c'était, et c'est pour ça quand même qu'on a sacrifié beaucoup de place à ça, c'était de faire en sorte que le public puisse s'approcher le plus possible des objets pour autant qu'il ne puisse pas les toucher. Tiffany recherche les nuances les plus infimes, les reflets de lumière les plus fugaces. Pour ses bijoux, il se différencie de son père, le célèbre joaillier. Il veut sublimer l'objet sans or ni pierres précieuses. Et on retrouve une fois encore l'exubérance exotique de celui qui restera dans l'histoire de l'art moderne comme le chef de file du design américain. Jambon sur me du beau corps. Que vous êtes ligeon. Si votre majra se rapporte à votre mâche plus. Comment se fabrique la langue française? Comment évolue-t-elle? Quelle est sa véritable influence? Une fois rien, c'est rien. Bon. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Grâce à de nombreux témoignages, ce documentaire nous plonge dans les tourbillons du français. Pourquoi Pépita sans répit m'épitu? Dans le puits, Pépita, pourquoi te tapitu? Rêver le français, le spectacle des mots. Un documentaire de Jean-Michel Gian et Philippe Lavalette, c'est sur Public Sénat.
ce soir à 22h30. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, le journal de 18h. Dans quelques secondes, et parmi nos invités, Maître Cornette de Saint-Cyr, célèbre commissaire-priseur, après les dernières révélations sur les petits et grands trafics à l'hôtel Drouot. À 18h30, nouveau volet du documentaire Le spectacle des mots, rencontre avec les amoureux du français qui font vivre notre langue loin de la France. Tout de suite donc, le journal. Toute l'actualité politique et parlementaire au sommaire du 18h de ce lundi 11 janvier. Le dernier hommage aux Invalides à Philippe Séguin. As-tu vraiment été un homme politique? Tu as cherché d'abord à donner un sens à ta vie, a lancé Nicolas Sarkozy lors de son éloge. Les 2/3 des Français ne font crédit ni à la droite ni à la gauche pour gouverner. Premier baromètre de la confiance politique réalisé par le Cevipof dont nous recevrons le directeur Pascal Perrineau. L'UMP affiche un nombre d'adhérents en recul, 250 000, et invite le PS à jouer également la transparence. La fièvre militante est-elle au plus bas? Quel crédit par ailleurs accordé aux chiffres des partis? C'est l'enquête du 18h. Le gouvernement presque au grand complet, des figures de l'opposition, Martine Aubry, Bertrand Delanoë ou encore Laurent Fabius, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing côte à côte et Nicolas Sarkozy pour un éloge donc de celui qui était resté, a-t-il dit, l'enfant de Tunis. C'est aux Invalides qu'a été rendu cet après-midi un dernier hommage à Philippe Séguin lors d'une cérémonie digne d'un ancien président de la République, Bérengère Dinglas. La cathédrale Saint-Louis des Invalides n'a pu accueillir tout le monde, mais les politiques de tous bords étaient là. Anciens présidents, premiers ministres, représentants des hautes assemblées et le gouvernement tout entier bien sûr, mais aussi des personnalités de la gauche comme Martine Aubry, Bertrand Delanoë ou Laurent Fabius. C'est la République tout entière qui est venue saluer celui qui lui a consacré sa vie. Mais dans ce lieu du bonapartisme, c'est un hommage très personnel qu'a choisi de rendre le chef de l'État. Énumérant les nombreuses fonctions de Philippe Séguin, Nicolas Sarkozy a souligné sa particularité. T'es-tu vraiment senti un homme politique? L'as-tu jamais été? Tout dépend de la définition que l'on en donne, car en entrant en politique, tu n'avais pas choisi un métier, tu avais cherché à donner un sens à ta vie. Dans cet éloge funèbre, on était loin du gaullisme grandiloquent. Nicolas Sarkozy a parlé à plusieurs reprises du petit chose en évoquant Philippe Séguin, pupille de la nation qui s'est tissé au plus haut rang de l'État. Il a évoqué une vie dans laquelle beaucoup de Français peuvent se reconnaître. Hommage de la nation mais aussi hommage militaire pour celui dont le père est mort pour une France qu'il a aimée avec passion. Pour sa mort, il aura reçu les honneurs militaires qu'il aurait sans doute rêvé pour ce père dont il était si fier. Et dans un instant, le commentaire sur la portée politique de cet hommage et de ses obsèques avec Dominique de Montvalon. Philippe Séguin sera inhumé mercredi à Bagnols-en-Forêt, dans le Var. Un sous-officier français du service de santé des armées est mort ce matin en Afghanistan. Un officier a été gravement blessé. Ils sont tombés dans une embuscade alors qu'ils patrouillaient dans une vallée au nord-est de Kaboul. Ce décès porte à 37 le nombre de militaires français ayant trouvé la mort en Afghanistan. Confirmation du changement de ton des vœux présidentiels. Après avoir reproché leur conservatisme aux chercheurs au plus fort de la contestation de la réforme des universités, le chef de l'État leur a rendu aujourd'hui un hommage appuyé. Nicolas Sarkozy a loué les capacités des enseignants et des chercheurs à comprendre les enjeux, estimant qu'ils avaient été paralysés de l'extérieur lors d'un discours prononcé donc aujourd'hui à Gif-sur-Yvette. Xavier Bertrand avait promis une opération transparence à l'UMP sur les effectifs des militants et des adhérents. L'opération est toujours délicate, la tendance lourde dans tous les partis étant de grossir le chiffre. Dès lors, quel crédit accorder aux communiqués officiels? C'est l'enquête du 18h. Elle est signée Thomas Raguet. 253 000 militants à l'UMP contre 201 000 au PS. La guerre du nombre d'adhérents n'est pas nouvelle, mais cette fois l'UMP appelle à une opération transparence. Preuve à l'appui. Nous demandons solennellement, au nom de la transparence de la vie politique, que toutes les formations politiques de France, je dis bien toutes les formations politiques de France, procèdent de la même façon que nous
En 2009, l'UMP a encaissé 5 850 000 € grâce aux adhésions. Des adhésions à prix variable, dont la moyenne serait, selon Frédéric Lefebvre, de 23 €. Le rapport entre les deux chiffres donne alors le nombre de militants. Mais problème, cette moyenne est invérifiable. La très indépendante commission des comptes de campagne et du financement politique analyse chaque année les bilans comptables des partis, mais elle ne dispose pas du détail des adhésions. Autre preuve avancée par l'UMP, les reçus fiscaux délivrés chaque printemps par cette fameuse commission. Nous ouvrirons les portes à tous les journalistes qui voudront venir voir les envois de reçus fiscaux au printemps, mais nous ne voulons pas attendre le printemps pour que vous puissiez les uns et les autres vérifier. Et de la même façon, les autres formations politiques peuvent parfaitement, ça ne tient qu'à elles. Seul problème, l'adhésion à un parti politique ne donne pas automatiquement droit à un reçu fiscal. Impossible donc qu'il serve à justifier le nombre exact de militants. Au PS, on suit le nombre d'adhérents au jour le jour avec le logiciel Rosam auquel sont connectées toutes les fédérations et on a surjoué la transparence depuis toujours. Je dirais qu'il est malvenu d'un parti qui n'a pas de processus démocratique en son sein d'aller donner des leçons aux autres qui, eux, depuis des années le font, sans loi, et qui le prouvent chaque jour. Si tous avouent jouer la transparence, aucun organe impartial et indiscutable ne connaît le détail des adhésions des partis. Il reste donc à ce jour impossible de les vérifier. Et vous, êtes-vous prêt à adhérer à un parti politique? Eh bien, c'est la question que vous pose le nouvelobs.com, notre partenaire. Réponse pour l'instant, eh bien non, à 79%, on le voit. Oui, 18% seulement. Vous pouvez continuer à voter. On reprend ce débat un peu plus tard dans ce rendez-vous. Gros embarras politique en Irlande du Nord où le Premier ministre Peter Robinson renonce à ses fonctions pendant 6 semaines, laps de temps que le dirigeant protestant compte mettre à profit pour laver son nom. D'ores et déjà, il rejette des allégations mensongères. L'affaire vise en fait sa femme, âgée de 60 ans, qui se serait rendue coupable de malversation pour permettre à son jeune amant de 19 ans d'ouvrir un restaurant. Kirk, le jeune homme, est devenu depuis une star du net. Son groupe de fans réunit plus de 5000 personnes sur Facebook. Son succès serait dû en grande partie à la communauté gay qui se venge des déclarations homophobes de la femme du Premier ministre irlandais, chrétienne dévote, qui avait qualifié publiquement l'homosexualité d'abomination. La suite du 18h, la confiance politique au plus mal en France. Avec nous, Pascal Perrineau, bonsoir. Vous dirigez le Centre de recherche politique de Sciences Po, le fameux CEVIPOF. Avec nous également Jean-Laurent Lastel. Vous êtes fondateur d'un mouvement qui entend redonner de l'allégresse aux socialistes et il s'appelle l'ASSO. Avec nous également Dominique de Montvalon, chroniqueur de Public Sénat. Avant d'évoquer ce baromètre de la confiance que vous avez donc lancé aujourd'hui, Pascal Perrineau, nous revenons sur les obsèques de Philippe Séguin que vous avez donc pu suivre en direct sur la chaîne parlementaire. Philippe Séguin, on l'a dit, Dominique a eu droit à des obsèques de chef d'État. C'était très impressionnant. Oui, on imagine la surprise de qui aurait été absent de France pendant une quinzaine de jours, une huitaine de jours, brusquement allumé sa télévision, regardé sur Public Sénat, cette cérémonie d'ailleurs émouvante. Et c'est dit, mais de qui s'agit-il? Quel président, quel ancien président, attention, serait mort? Effectivement, c'est des obsèques de chef d'État avec une quasi-unanimité républicaine frappante et qui n'allait pas de soi. Quelque part, j'espère que la formule n'est pas choquante et ne sera pas mal prise, mais Philippe Séguin est presque plus grand mort que vivant. Oui. En tout cas, on le découvre au moment de sa mort, comme ce n'était pas tout à fait le cas lorsqu'il était en fonction. Ce qui n'était pas évident non plus, vous me l'avez dit juste avant l'émission, c'était de voir côte à côte Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. On nous avait dit, parce que c'est la petite diplomatie des sièges, que Bernadette Chirac serait entre les deux présidents qui ont travaillé ensemble et de notoriété publique. Leur dernier livre en témoigne, ne s'aiment guère, enfin en tout cas des motifs de contentieux. Ils étaient côte à côte et ils ont su se tenir comme il le fallait. Qui pouvait en douter, mais effectivement, il y avait quand même quelque chose d'assez extraordinaire aux Invalides cet après-midi. On le voyait sur l'écran, donc les deux anciens présidents, mais la gauche était représentée, mais il y avait tout le gouvernement, et puis Nicolas Sarkozy avec un hommage subtil et engagé qui est personnalisé. Oui. Brusquement. On peut penser que derrière le discours, il y a la plume d'Henri Guénaud.
qui a eu comme mentor Philippe Séguin. Oui, il y a peut-être la plume d'Henri Guénaud, il y a sans doute la plume d'Henri Guénaud, mais j'ai eu le sentiment que le président de la République s'engageait dans son discours et qu'il y avait quelque chose de personnel. Oubliez les querelles de Maastricht, oubliez même en 88 la rivalité Balladur-Chirac. Brusquement, on parlait de quelqu'un qui, à sa façon, et de façon non exclusive, je parle de Philippe Séguin, a su défendre et jusqu'à un certain point, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, incarner la République et puis aussi manifester, fils de la Tunisie à l'origine, manifester un amour de la France, savoir l'incarner, a dit Nicolas Sarkozy, d'une façon qui au fond impressionne au moment où il s'éloigne. Alors l'un des moments les plus émouvants, c'est lorsque l'une des deux filles de Philippe Séguin a pris la parole et évoqué en larmes les valeurs de la République qui habitaient son père. Elle l'a rappelé. Est-ce que la disparition de Philippe Séguin est l'occasion d'un moment d'unanimité justement sur ces valeurs républicaines? Je le crois et j'ai envie d'ajouter, on peut l'espérer. Qui entend le compte rendu que vous faites, Michel, pourrait croire que ça avait un aspect ridicule. C'était très naturel. Elle était en larmes et il n'y avait pas quelque chose de décalé, même si c'est complètement surprenant, à l'intérieur d'une messe brusquement de voir. Mais c'est la classe politique, les politiques, disons. J'ai pas envie d'employer les politiques sont si critiqués, sont si malmenés, ils ont des torts aussi, mais si incompris globalement. Et puis quelque part, qu'à l'heure du décès de Philippe Séguin et de l'hommage qui lui a été rendu, c'était effectivement un moment de consensus. La République, c'est pas seulement un mot. On s'aperçoit à cette occasion-là, comme on s'est aperçu dans d'autres circonstances, mais rares au fond, que la République, c'est quelque chose à défendre et c'est notre cadre à tous. Oui. Et on se souvient que Philippe Séguin, pupille de la nation, n'avait jamais oublié ce qu'il devait à la République et il n'a cessé de le rappeler. Combien de fois ne l'a-t-il pas dit? Absolument. Un point encore, Dominique de Montvalon, à travers Philippe Séguin, est également un hommage rendu à une certaine façon de faire de la politique. On se souvient qu'il a pu laisser échapper des postes pour rester fidèle à ses idées, lui. Oui, je ne sais pas si tout ça était complètement volontaire, mais il y a eu un passage. Les traits de caractère jouent dans son cas. Non, mais il y a eu un passage de la part de Nicolas Sarkozy qui est très intéressant en disant, mais il se tournait vers le catafalque et il disait, mais est-ce que vraiment vous étiez fait, tu étais fait, je crois qu'il le tutoyait d'ailleurs, tu étais fait Philippe pour la politique. La réponse est non, effectivement au sens classique, mais il y a plusieurs façons, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, l'a suggéré à juste titre, il y a plusieurs façons de faire de la politique. On peut être aussi une figure morale de la République, et morale, ça ne veut pas dire moralisateur ni quoi que ce soit, mais défendre au fond et incarner les valeurs de la République, et là tout le monde se retrouve. Un commentaire rapide de nos invités, Pascal Perrineau. Oui, c'est tout à fait intéressant de voir que cet hommage unanime, comme cela vient d'être dit, vis-à-vis de Philippe Séguin, qui est un hommage de quasi chef d'État, vient dans un contexte de profonde défiance par rapport à la politique. Mais ça veut dire que les Français n'ont pas fait le deuil d'une certaine manière d'intervenir en politique. Et Philippe Séguin avait sa manière bien à lui d'intervenir en politique, avec indépendance, avec liberté, avec humeur, parfois mauvaise humeur, et c'est certainement ce qui séduisait nombre de Français. Avec nous également Jean-Laurent Lastel, on vous connaît un peu mieux maintenant que Libération, il y a quelques jours, a publié votre portrait sur une page. Vous êtes un énarque de 28 ans, vous voulez redynamiser le Parti Socialiste à travers ce mouvement L'Assaut, on en parlera un peu plus tard. Pour vous, les slogans ont remplacé les analyses, les polémiques, les débats d'idées. Vous deviez trouver beaucoup de qualité à Philippe Séguin. Alors, j'ai lu ici ou là dans divers blogs ou dans des articles que Philippe Séguin était l'homme de droite que la gauche aimait bien. Et c'est entièrement vrai. J'ai vu dans votre journal télévisé que Nicolas Sarkozy croyait rendre hommage à Philippe Séguin en disant, au fond, tu n'étais pas un homme politique. Mais il a tout fait pour qu'il ne soit plus un homme politique, et ça l'arrangeait bien que ce ne soit plus un homme politique, puisque Philippe Séguin incarnait une sorte de droite, avec quoi à gauche on était content de débattre. Une droite plus sociale, une droite plus intéressante, et qui en contraste montre la certain état de décrépitude de la droite d'aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que à gauche, on aimait bien Philippe Séguin pour deux petites raisons, très très brièvement. La première, c'est qu'il a toujours été contre la peine de mort, y compris lorsque toute la droite criait au sang entre 1978 et 1981. Mais on a le droit d'avoir les souvenirs. Entre 1978 et 1980. Bien sûr, je respecte tout à fait les souvenirs et l'histoire. Et la deuxième raison, c'est qu'il a toujours refusé la Légion d'honneur, puisque son père ne l'avait pas eu. Or, l'Église d'aujourd'hui, les Invalides, étaient pleins de gens qui, aujourd'hui, sont dans une course totale à plus de répression, à de nouvelles lois pour la répression, bref, une forme d'aujourd'hui de la guerre du sang, et deuxièmement, plein de gens qui, toute leur vie,
vendriez leurs parents pour la Légion d'honneur. C'est donc une belle hypocrisie. Bon, allez, on va parler de la confiance politique. Le consensus, là, brusquement. Le consensus est un peu rompu soudainement, mais c'est la règle du jeu. On va parler de la confiance politique, tout de suite avec Pascal Perrineau. Quand même, je note un sondage politique sorti aujourd'hui. La cote de popularité de François Fillon gagne 7 points en un mois. Progression liée, selon l'Institut The Voice, justement au décès de son mentor, Philippe Séguin. D'abord, donc, ce premier baromètre de la confiance politique, pas très encourageant, on le voit tout de suite, pour les élus et les responsables nationaux. Les Français comptent d'abord sur eux-mêmes. Julie Trassard. Surprise, les Français sont heureux. C'est du moins ce que dévoile une enquête du Cevipof parue aujourd'hui. 9 Français sur 10 se disent très ou assez heureux. 7 sur 10 ont une vie qui correspond à leurs attentes et 2 tiers sont optimistes pour leur avenir. Mais ce bonheur est surtout dû à la bonne image qu'ils ont de leur personne et il est associé à une grande méfiance vis-à-vis des autres. Pour la défense de leurs intérêts, les Français sont 70% à se fier d'abord à eux-mêmes. Les élus, eux, ne recueillent que 2% de confiance, bien après les associations et même après les entreprises. La cassure entre les Français et leurs élus se creuse encore. 2 tiers ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour mener les affaires du pays. Le gouvernement, le Parlement ou le président de la République sont particulièrement touchés, alors que les élus de proximité, eux, conservent une bonne image auprès des électeurs. Ces chiffres ne signifient pas pour autant un désintérêt vis-à-vis de la politique. L'optimisme des Français est un potentiel à exploiter, mais pour cela, les partis doivent se renouveler ou mourir. Alors, les chiffres sont dramatiques, Pascal Perrineau. Oui, mais il faut là aussi relativiser. C'est vrai que quand on les regarde, sans se souvenir de ce qu'était l'état de l'opinion il y a 2 ans, 3 ans, etc., on peut avoir l'impression véritablement d'un champ de ruines. En effet, 2 tiers des Français ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner. C'est encore pire à gauche qu'à droite, puisque c'est une minorité d'élus de gauche qui font, d'électeurs de gauche, qui font confiance à la gauche pour gouverner le pays. Mais dès qu'on a dit cela, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que, d'abord, les élus locaux, que ce soit les élus municipaux, les élus dans les départements, les élus des régions, échappent à ce tir au pigeon et à ce jeu de massacre. Proximité oblige. Proximité oblige. Mais vous voyez, c'est intéressant. Donc tout le monde, et parmi ces élus locaux, vous avez des élus de droite, des élus de gauche, donc tout le monde n'est pas renvoyé à une impopularité extrême. Mais c'est vrai que pour comparer ce qui est comparable, quand on regarde la question que la Sofres pose depuis les années 70, c'est-à-dire est-ce que vous avez le sentiment que les responsables politiques se préoccupent, oui ou non, des préoccupations des gens comme vous? Là, on n'a jamais eu un aussi mauvais score, puisque c'est 78% des Français qui aujourd'hui disent qu'ils ne se préoccupent pas des préoccupations des gens comme nous. Jean-Laurent Lastel, est-ce que vous comprenez ces chiffres et que faut-il faire pour y remédier? Alors, d'abord, oui, on comprend ces chiffres et c'est bien pour ça qu'on a fondé notre mouvement. Mais une première observation là-dessus, il ne faut pas relativiser le manque d'intérêt pour la politique nationale en disant c'est super, les élus locaux, eux, on leur fait confiance. Si on fait autant confiance aux élus locaux, c'est justement parce qu'on ne fait plus confiance aux élus politiques nationaux. Un élu local, c'est sympa, ça fait un tramway, ça fait du logement social et ça ne crée pas le chômage, ça ne crée pas la désaffection nationale, ça ne crée pas l'état de délabrement total dans lequel se trouve la République. Donc c'est justement un champ de ruines, quand la ville est un champ de ruines, qu'on se replie dans notre petite maison et qu'on trouve que l'intendant de la maison est plutôt sympa. Bon, mais donc, sans dérouler votre programme, si vous en avez déjà un, dans votre petit mouvement, votre embryon de mouvement, qu'est-ce que vous préconisez pour justement que les Français retrouvent confiance dans leurs hommes politiques? Alors, on préconise que les partis politiques changent totalement. C'est pour ça qu'on a créé l'assaut. L'assaut, c'est A2SAUT, c'est comme un assaut sur le pouvoir. Nous, en fait, on a... je pense que l'explication, elle n'est pas du tout sociologique, elle n'est pas du tout dans le comportement des élus, elle est très profonde et elle est notamment philosophique. La politique, ce n'est plus du tout ce que c'était. C'est-à-dire que dans quelques brefs moments de l'histoire, cela fut. La politique, aujourd'hui, c'est... on fragmente le débat social, on en tire quelques sujets, on y accole des slogans et on essaye de les vendre, exactement comme on vend des lessives. Il faut être intelligent. C'est-à-dire arrêter d'être comme un vendeur et de vendre tel produit ou tel produit. Non, je pense que ça s'organise, l'intelligence. Ce sont des efforts. Et les hommes politiques qui, aujourd'hui, sont responsables de la désaffection du peuple ont choisi de ne pas être intelligents. Parce que ça
ça les arrange. À droite comme à gauche. Vous avez vu, la confiance est moins grande encore pour l'opposition. Parlons d'aujourd'hui. Ah oui, la confiance est encore moins grande pour l'opposition, disait Pascal Perrineau. Extrêmement critique envers l'évolution de la gauche depuis plusieurs décennies, et si on fonde des mouvements, c'est pour essayer de changer cette gauche. Oui, ce qui est intéressant quand on regarde les structures de l'opinion aujourd'hui, c'est qu'en même temps, il y a cette défiance politique, en particulier vis-à-vis du personnel politique national. Ça ne va pas mieux quand on se tourne vers l'Europe, ou vers des solutions comme le G20, l'OMC, etc. Donc il y a une très profonde méfiance vis-à-vis de toute forme de régulation politique nationale ou supranationale aujourd'hui. Mais en même temps, les Français font preuve d'un profond optimisme même en ce qui concerne leur vie privée, les relations avec les voisins, les relations avec la famille, les relations avec les gens qui habitent dans le quartier. Donc on voit qu'il ne faut pas, si vous voulez, transformer ça en paysage trop sombre. Il y a un potentiel d'optimisme dans ce pays. Du populisme, je vous entends parler, je me dis, il y a peut-être du populisme dans ce rejet des politiques et des élites. Non, je crois que si on utilise le terme, on aurait tendance à disqualifier ces attitudes des Français. D'accord. Les Français, vous voyez, gardent confiance dans la démocratie pluraliste, dans la démocratie représentative. Ils vous disent, je crois qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de faire changer les choses, c'est d'avoir recours au vote. Donc il n'y a pas de politique protestataire qui mettrait en danger, par exemple, ce mécanisme essentiel de la démocratie représentative qu'est le vote. Donc les Français continuent à croire dans les fondamentaux de la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne. Simplement, ils veulent qu'elle fonctionne autrement. Ils veulent une autre manière d'intervention en politique, un autre type de discours politique, un autre registre de la promesse politique. Qui s'en sort mieux des responsables politiques du jour dans ce baromètre? Parce que vous avez des chiffres là? En effet, on a ensuite personnalisé et nous avons, par une enquête sur le web, mis en concurrence certains hommes politiques. Et on a demandé aux Français de les noter, vous voyez, sur une échelle de 0 à 10. D'abord, premier constat, aucun, même les plus populaires, ne dépasse la moyenne. Aucun. Donc le scepticisme est un scepticisme généralisé. Pour l'instant, les 3 personnes qui s'en tirent le mieux, c'est Dominique Strauss-Kahn dans l'espace de la gauche, l'actuel Premier ministre, François Fillon, dans l'espace de la droite, devant quelqu'un qui reste marginal parmi les grands rôles, Ramayadeh. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la gauche, dans son personnel politique national aujourd'hui, n'arrive pas encore à s'imposer, mais tout cela n'est pas fini, il va y avoir les primaires au PS, toutes les lignes vont bouger, et de voir que le Premier ministre actuel, dans l'espace de la droite, tire son épingle du jeu de manière assez étonnante. Et on le voit, c'est confirmé par un sondage qui sera publié demain par Very Voice. Merci à tous. Et ce baromètre, on va le retrouver régulièrement jusqu'à la présidentielle. On va le retrouver régulièrement. On nous refera une deuxième vague d'ici la fin de l'année. Et ensuite, dans la campagne présidentielle, on augmentera le rythme de la fréquence. Très bien. Merci. Dernière page du 18h tout de suite. 3 questions à maître Pierre Cornette de Saint-Cyr. L'hôtel Drouot à Paris, au lieu des ventes d'art souvent prestigieuses, l'établissement connu dans le monde entier est secoué depuis la révélation du vol d'une toile de Gustave Courbet en décembre dernier. Les policiers n'arrêtent pas, semble-t-il, de faire de curieuses découvertes sur les pratiques coupables des commissaires-priseurs et des manutentionnaires, la célèbre confrérie au caste des Savoyards. On les appelle également les cols rouges. Il n'est pas rare, semble-t-il, que des objets, des œuvres d'art soient escamotés lors d'héritage. Notamment les révélations du Parisien ce matin sur un trafic sont accablantes. Et avec nous pour en parler, Pierre Cornette de Saint-Cyr, bonsoir. 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 Alors, l'hôtel Drouot, c'est un lieu de vente ou de vol? Vous savez, on a l'impression que les médias d'information ont remplacé les concierges maintenant. On ne parle que des faits divers, on traite tout comme des faits divers, tout est au premier degré, on généralise stupidement. Alors on dit s'il y a sur 120 commissionnaires, il y en a 4 il y a un problème. On dit les commissionnaires. Il y a un commissaire-priseur qui aurait peut-être un problème. Les commissaires-priseurs. Cette sorte de généralisation est vraiment stupide. Mais notre confrère part quand même d'une enquête des policiers à la suite de ce vol, je le rappelais, d'un Courbet, sachant qu'on a retrouvé chez un commissionnaire un Chagall, également des diamants à la provenance inconnue. Il y a 5 ou 6 objets avec 4 commissionnaires sur 150. C'est une profession avec laquelle nous travaillons quand même depuis 1 siècle et demi. Alors jeter l'anathème sur les commissionnaires, c'est quand même honteux de dire que les commissaires-priseurs, mais c'est stupide. Vous imaginez qu'un commissaire-priseur va perdre son temps à aller voler des objets, mais sa carrière est finie en 15 jours.
Est-ce qu'il y a des choses quand même à corriger à l'hôtel Drouot, sachant quand même que le statut des fameux Savoyards a été modifié. Ils n'ont plus le droit, désormais, depuis décembre dernier, de vendre surtout, mais également d'acheter à Drouot. Ok, bon, c'est une organisation, ok, s'il y a des problèmes. Mais en plus, on parle des successions. Je vous rappelle quand même que 90% des ventes, vous savez, il y a les ventes judiciaires et les ventes volontaires. Les ventes judiciaires, ce sont les notaires, les successions, etc. Les ventes volontaires, ce sont des gens qui vous apportent volontairement leurs objets. Donc ça se passe comment? On vous apporte un objet, on vous donne un reçu, ensuite on fait une estimation. Avant la vente, on vous envoie une réquisition de vente avec toute la liste des objets que vous renvoyez signés, avec les prix de réserve, les prix au-dessus desquels on ne vend pas. Une fois que c'est vendu, les objets vendus sont payés, les objets non vendus sont... Mais vous prenez les vendeurs pour des imbéciles? Ils se laissent voler comme ça? Ben, parfois, il y a des exemples qui sont donnés, que c'est lors des successions que certains objets disparaissent. Il faut dire aussi que dans les expositions à Drouot, beaucoup de choses sont volées par les gens qui viennent visiter. On a été obligé de mettre des caméras pour bien voir que ce ne sont pas les visiteurs qui partent avec un objet. Alors il y a eu quelques objets volés, mais jeter l'anathème sur une profession, franchement, vous êtes en colère, c'est d'une bêtise. Mais la drouille, est-ce que vous connaissez la drouille? Bien sûr. Alors dites-moi ce que c'est. C'est un argot que les gens connaissent bien. Ce sont les ventes dans lesquelles on vend les cendriers, les petites cuillères, les... Je crois que ça voulait dire les petites combines, les petits trafics entre amis, la drouille. Mais non, la drouille, c'est... Les ventes de drouille, c'est les ventes de ce qui n'a pas de valeur. Voilà. D'accord. En gros, c'est les objets, bon, vous arrivez dans une maison, ou si vous faites un inventaire, vous avez des cendriers, des petites cuillères, des machins, ça s'appelle la drouille. Est-ce que les particuliers... Les objets importants sont catalogués, estimés par des experts. Enfin, en plus, si vous voyez le nombre de vérifications, quand vous faites une vente, vous avez un catalogue qui est envoyé à des milliers de gens. Ensuite, vous avez la Gazette de l'Hôtel Drouot, vous avez des publicités qui sont lues par 100 ou 200 000 personnes. Les particuliers peuvent encore avoir confiance en l'Hôtel Drouot? Bien sûr, oui. Mais c'est honteux de dire le contraire, franchement. Alors franchement, je suis indigné par la bêtise de ces articles. Alors, et de la présentation, puisque ça faisait quand même, je le disais, la une du journal Le Parisien ce matin, trafic d'œuvres d'art à Drouot. Mais écoutez, je crois que c'est la même journaliste du Parisien qui racontait que dans les sous-sols de Drouot, il y avait des prostituées qui se vendaient en même temps que la drouille. Je crois que c'est la même qui racontait une histoire comme ça. Merci de votre visite, Pierre-Cornette de Saint-Cyr. Je vous fais réagir. On vient d'apprendre le décès, vous qui êtes un homme d'art. On vient d'apprendre le décès du cinéaste Éric Rohmer. Il est mort aujourd'hui à Paris. Il avait 89 ans, une longue carrière mise au service du cinéma français, du cinéma d'auteur. Il disparaît. Quel artiste. Et quel artiste merveilleux. Vous voyez, ce serait mieux quand même que dans les médias on parle d'art, on parle de poésie, on parle de ce qui est vraiment important. Vous savez, je vais juste vous dire en 2 minutes quand même. Je suis président du Palais de Tokyo et donc je fais beaucoup travailler en même temps les artistes et les scientifiques. Et ces scientifiques m'ont dit, mais est-ce que tu as pris conscience du fait que nous avons changé de civilisation en 2 générations? 90% des découvertes scientifiques et technologiques de l'histoire de l'humanité ont été faites après 1950. Donc la seule matière première de ce nouveau monde, c'est le neurone. Et donc au lieu de parler d'intelligence, de création, de l'espace, de l'univers, de tout ce qu'on a fait, on parle de gna gna gna, il y a 4 commissionnaires qui ont piqué, machin. C'est consternant, quoi. Allez, on retiendra votre leçon pour la nouvelle année et les années suivantes. Pariez sur l'intelligence. Parlons de poésie et d'intelligence. Et d'intelligence et de poésie. Merci à tous. À suivre sur Public Sénat, je vous le disais, un nouveau volet du documentaire Le spectacle des mots. Bonsoir à tous. C'est le coin des fruits là. Avance! Voilà bon. C'est interdit là. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à Bruxelles Midi, notre terminus.
Brussel Zuid het eindstation van onze trein. Kijk goed na. Bonjour Alex, est-ce que mon nom est cédulé pour demain? Elle est dans la 1, la feuille dans la 1. Ils sont plus de 200 millions à le parler, 63 États en avoir adopté les valeurs. Mais qui connaît vraiment la langue française? Qui sait comment les mots se fabriquent? Comment la littérature, la chanson et le cinéma ont réussi à la célébrer? Comment enfin des hommes et des femmes politiques s'en sont emparés pour faire rêver leur peuple? Ce sont quelques grands moments de cette histoire-là que nous allons vous conter. Une histoire née depuis plus de 1000 ans et qui traverse l'Europe, l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Écrivains et artistes sont la garde rapprochée du français. Ils le happent, fabriquent des histoires, puis les mettent en scène partout où son génie peut s'exprimer. Grâce à eux, la langue de Rabelais est devenue aussi celle de Brel ou de Gainsbourg. Elle est un spectacle à elle toute seule. Il y a une chanson que j'ai écrite sur mon album Jardin secret qui s'appelle Perles de pluie et c'est... En tout cas, moi, la première fois que j'entendais cette expression, c'était dans la chanson de Jacques Brel. Depuis que tu es dans ma vie, j'aime les perles de pluie, la vie sensation. Quand on écrit une chanson, on emploie des mots en noir et blanc, qui sont souvent la plupart des mots qu'on emploie, et de temps en temps, il y a des mots en couleur, des mots qu'on sait, qui font partie de nous parce qu'on leur a donné un sens, on leur a donné une troisième dimension. Ce sont ces mots-là, sans doute, qu'on laisse tomber à regret et qu'on n'a pas envie de voir s'envoler, on a envie de les voir tomber, alors on leur donne du poids. Ça doit être ça. La lande et le château étaient jaunes et je n'avais pas attendu de voir les petites plaques pour le savoir parce que la sonorité mordorée du nom de Brabant me l'avait dit avec évidence. Alors là, il y a vraiment ce que moi j'aime dans les mots, c'est-à-dire une couleur, enfin c'est l'idée un peu de Baudelaire, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, des connotations infinies, et puis des petites choses comme ça dont on penserait qu'on n'a pas le droit d'en parler dans les livres, mais Proust c'est quelqu'un qui, sans arrêt, vous donne avec les mots des autorisations. D'un grand poète, j'accepte qu'il invente des associations, qu'il va mettre deux mots ensemble, qu'on n'a jamais vu ensemble. Et on accepte parce qu'on se dit, bon, écoute, lui, il a un tel niveau, c'est lui qui est précurseur, c'est lui qui va nous montrer comment on peut faire. Et puis dans le français, quand je me suis mis à écrire en français, je me suis permis des choses que par la suite, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais osé le faire dans ma propre langue? Est-ce que j'ai pas été trop loin? Et puis je pensais à Jacques Brel et je me suis dit, effectivement, il a osé quand même, je sais pas, dire des choses pour la première fois, il a inventé des expressions, mais tout en connaissant bien cette langue. En français, il y a deux grands enjeux, il y a deux grandes difficultés, en tout cas dans la musique que je fais, c'est est-ce que ça va sonner, est-ce que ça va, et est-ce que le contenu sera là. Donc pour moi, c'est écrire en français, c'est un challenge. Donc j'éprouve du plaisir, mais c'est un grand challenge et c'est un travail. Je suis un train, voyageur. Il reste une place dans mon dernier wagon, veux-tu la prendre? Ou je la mets aux enchères? Viens, on pourrait faire un maudit beau voyage jusqu'à ce que les années nous ravagent. Tu pourras dire que j'avais raison, que ton destin était écrit dans mon nom. Pour l'instant, nos esprits vagabondent. Mais ils se retrouveront. Ils se retrouveront. Ils se retrouveront.
c'est tout ceux qui commencent. Ouais, J'essaie de simplifier ta chanson, que les images les plus fortes soient là. Comme nos esprits vagabonds, il n'est pas là beaucoup, puis c'est le centre de ta chanson. T'es pas capable de le faire en refaisant la structure, le remettre les esprits vagabonds plus tôt, dans le bout du... je sais pas où, mais un petit peu plus tôt. Ben, deux êtres un peu solitaires un peu moins solitaires pour tourner en rond sur la Terre. C'est un peu ça. Non, mais c'est parce que j'aime l'image de nos esprits vagabonds, puis je la répéterai. Vagabonde, là, quand tu dis juste le petit mot vagabonde, c'est...